Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Et nous sommes ce matin, comme chaque mercredi, avec Stanislas Rigaud. Bonjour. Bonjour Maud, bonjour Marie. Bonjour Stanislas. Et je vous laisse commencer avec votre édito. Bah écoutez, comme beaucoup de gens, il y a 2 jours, j'ai contemplé Sébastien Delogu se rétamer à l'Assemblée nationale lors de la commission des finances, puisque en prenant la parole, on s'est rendu compte que le texte était difficilement compréhensible, et pour nous, mais visiblement aussi pour lui. Oui. C'est un peu le paradoxe qu'on a senti des difficultés de lecture de ce député. Alors on pourrait se moquer de lui pendant longtemps, lui qui est habitué à jouer les caïds, notamment auprès des Benjamins de l'Assemblée nationale, on s'en souvient avec Hanan Mansouri et Flavien Termet, lui qui est habitué des grands coups de gueule, lui qui d'ailleurs il y a quelques jours de cela est allé demander par voie postale et donc par écrit, ce qui est plus simple quand on a du mal à s'exprimer en public et en tout cas à l'oral, de récupérer le drapeau palestinien qui lui avait été confisqué à l'Assemblée nationale il y a de ça quelques semaines, rappelant ainsi qu'il ressemblait plus à un enfant de primaire en difficulté scolaire, venant réclamer son petit jouet confisqué avant les vacances, plutôt qu'un député de la nation. On pourrait parler de tout ça, se moquer de lui, et ce pendant des heures, comme ça a été fait sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Mais moi, ce qui m'intéresse ce matin avec vous et vos auditeurs, c'est plutôt de m'intéresser aux réactions que cette séquence a suscitées. Il y a eu 2 types de réactions. Les premières réactions, c'est celles de notre camp, c'est celles de la droite, celles d'ailleurs même de certains macronistes qui se sont ouvertement moqués, qui lui ont rappelé d'ailleurs de façon assez juste que les députés de la France Insoumise n'avaient pas de mal à se moquer notamment de la sociologie des électeurs du RN il y a encore de ça quelques semaines. Vous savez, cette mentalité de gens de gauche qui méprisent ceux qui ont du mal dans la vie, ceux qui ont du mal à s'en sortir, et qui là se retrouvaient, eux, à réagir de la façon suivante, s'indigner du mépris de classe, avec des guillemets évidemment, qui était adressé à l'encontre du député Delogu. Alors mépris de classe, pourquoi mépris de classe? C'est un peu le sujet dont nous voulions parler ce matin avec vous, dont je voulais parler ce matin avec vous. Ce qui a valu d'ailleurs, j'en profite, un bon mot de la part de Simon Moss sur les réseaux sociaux, puisqu'il a demandé de quelle classe il s'agissait, s'il s'agissait de la classe du CP ou du CE1. Blague que je trouve extrêmement amusante, que je ne voulais pas voler, même si j'ai longuement hésité ce matin en venant auprès de vous. C'est donc le sujet maintenant des bons mots. Au-delà des sujets des bons mots, il y a la défense avec pour élément de langage le mépris de classe. Et c'est symptomatique de la victimisation permanente de l'extrême gauche, qui ne s'est pas dérangée il y a quelques semaines de ça pour insulter les électeurs qui ne votent pas pour eux. On se souvient notamment de Louis Boyard qui explique qu'il faut être virulent à l'encontre des électeurs du Rassemblement national. Mais surtout, dans le fond, c'est bel et bien un but contre leur camp, puisque de 3 façons différentes, ils se sont eux-mêmes piégés. La première, c'est parce qu'en expliquant que Sébastien Delogu est issu d'un milieu populaire, ses lacunes et ses incapacités à s'exprimer et à lire correctement seraient légitimes. Expliquant ainsi que des gens issus de ces classes dites populaires ne pourraient s'exprimer dans un français correct et châtié, et ne pourraient s'exprimer de façon convenable. Ce qui est évidemment une insulte et une méconnaissance profonde de ce que sont les classes populaires françaises. Et puis, il y a aussi, il faut le dire, d'innombrables Français issus de ces classes populaires qui s'en sortent, et eux qui, par leur travail et par la méritocratie, prouvent qu'on peut, encore aujourd'hui, même si c'est de plus en plus compliqué, réussir. Et puis, c'est en réalité ce que pense cette France de bobo, cette France qui n'a pas peur de penser que pour ressembler au peuple, il faut mal s'habiller, il faut mal s'exprimer, il ne faut pas avoir peur de dire qu'on a été dealer, il ne faut pas avoir peur de dire que les Français qui parlent mal sont en fait des pauvres gens, et que pour être des pauvres gens et pour ressembler au peuple, il faut évidemment faire la même chose, c'est la même façon, c'est le même raisonnement sur la façon dont on doit s'habiller. Vous savez, c'est expliqué qu'il ne faut pas venir en cravate à l'Assemblée nationale, puisque venir en cravate à l'Assemblée nationale, c'est évidemment ne pas appartenir au peuple. Parce que chacun qui a pu voir il y a de ça quelques semaines encore des groupes de visiteurs à l'Assemblée nationale sait que par exemple à l'Assemblée nationale, n'importe qui vient habillé correctement. Chacun sait que quand on rencontre ses beaux-parents, on vient habillé correctement. Ce n'est pas une question de classe, c'est une question d'élégance et c'est une question de respect de l'autre. Bien sûr. Et troisièmement, c'est en réagissant ainsi, l'extrême gauche admet l'échec énorme de l'ascenseur social dans ce pays et le manque de volonté d'une partie des élites de faire émerger une nouvelle classe élitaire dans ce pays, et le manque de volonté, évidemment, de faire de ces classes populaires, justement, des nouvelles élites capables de rivaliser avec celles qui combattent ou qui prétendent combattre. Georges Pompidou en étant l'exemple principal, le plus bel exemple peut-être, petit-fils d'agriculteur, fils d'enseignant venu tout droit du Cantal et qui finira président de la République. Lui doit se retourner dans sa tombe en expliquant, en entendant aujourd'hui
que les classes populaires ne peuvent s'exprimer correctement. En bref, cette polémique nous a rappelé 2 choses. Délogu n'est qu'un caïd lors des récréations. Et surtout, la gauche n'aime le peuple que quand il est méprisé. Ouais, absolument. Merci beaucoup, Stanislas Rigaud. On n'aura pas le jingle de l'édito. Tout va bien. Stanislas Rigaud, vous avez introduit effectivement ce sujet dont vous vouliez parler, le sujet de Délogu, et je propose qu'on écoute un extrait effectivement de ce passage assez gênant en commission des finances lundi. Qu'il était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recettes pour laisser pas se gaver les profiteurs de crise, ni dépenses pour priver celles et ceux qui ne sont rien de leurs services publics. 7 ans de décisions que vous avez pris par pure idéologie néolibérale et qui ont pour bilan l'explosion du déficit et de la dette de 900 milliards d'euros, qui sert aujourd'hui de prétexte pour imposer l'austérité. Alors, il y a plusieurs versions évidemment de cet extrait, dont certaines versions qui étaient un peu truquées ou ralenties. Celle-ci pourrait avoir été ralentie pour le coup. En tout cas, on sait et on a vu passer les vidéos, la vidéo officielle, j'allais dire, qui a été retransmise par LCP, si je ne me trompe pas, dans laquelle on voit effectivement Sébastien Délogu galérer vraiment dans sa lecture. Et de fait, vous avez rappelé que ses alliés ont parlé de mépris de classe, vous avez remis les choses en ordre. Et je voudrais faire une parenthèse. Vous savez, quand on parle de tenue du dimanche, en province, la tenue du dimanche, c'est savoir s'habiller, c'est mettre une cravate, etc. C'est-à-dire que, en fait, mais même au-delà du dimanche, les gens, les agriculteurs, etc., qu'on peut côtoyer, vous côtoyez aussi certainement Stanislas Rigaud, savent s'habiller parce que c'est une question d'éducation. On faisait un parallèle justement avec la tenue vestimentaire des députés de la France Insoumise qui, par pur mépris classe pour le coup, d'où le terme endimanché d'ailleurs. Absolument endimanché. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Voilà. Ouais, petit rappel comme ça au passage. Donc, quand on parle de mépris de classe, Stanislas Rigaud vous l'a dit, on est complètement à côté de la plaque au sujet de Délogu. Ah bah c'est absolument ridicule. Encore une fois, il y a des exemples, il y en a beaucoup. J'en parlais avec Marie Falicon en antenne tout à l'heure, mais Éric Zemmour, qui est aujourd'hui, par exemple, dans la classe politique considéré comme l'un des plus intelligents, et en tout cas comme l'un des plus cultivés, vient du 93. Ses parents ne sont pas... il n'a pas été à Stan ou à Henri IV. Et pourtant, je crois que par le travail, par la lecture, on peut s'en sortir. Et je pense d'ailleurs, et c'est un sujet de fond, mais que les députés doivent ressembler, évidemment, à la population, doivent la représenter, mais doivent aussi donner l'exemple. Si on explique, notamment aux gens de la circonscription de M. Délogu dans les Bauges-du-Rhône, que pour être député, il faut mal s'exprimer, rouler à contresens sur la voie publique et se comporter comme un caïd, bah nécessairement, ces électeurs vont se dire qu'après tout, on peut être député en se comportant ainsi. Eh bien non, il faut montrer l'exemple, il devrait montrer qu'à force de travail, on peut s'en sortir, et puis encore une fois, on ne lui demande pas de devenir un tribun incroyable, on lui demande simplement d'essayer de travailler un peu ses sujets, parce qu'on a parlé de la forme, mais dans le fond, il se trompe, je crois, de plusieurs chiffres, mais... avec des écarts de 77 fois les montants annoncés sur la fraude fiscale. Donc, vous voyez, il y a la forme dont on a parlé, mais évidemment le fond qui est aussi catastrophique. Et ça pose bien sûr la question du niveau des députés. On se souvient aussi du niveau de français plus qu'approximatif de l'ex-députée Rachel Keke dans un autre genre. Et là, vraiment sans mépris, mais quasiment une autre langue. Ah, mais... Vous allez beaucoup plus loin que moi. Non, mais voilà, ça pose quand même une vraie question sur le niveau de ces députés. Et sur la victimisation à tout va. Oui, en plus. Oui, c'est vrai. Oui, mais pas les critiquer. Pareil, on a le droit d'avoir un accent typiquement, il y a des accents qui sont des accents régionaux et qui sont évidemment compréhensibles, etc. En l'occurrence, là, c'est même pas une question d'accent. C'est incompréhensible. On ne comprend pas ce que dit Rachel Keke dans beaucoup d'interventions. Et ce n'est pas parce qu'elle est femme de ménage que c'est un sujet. Ce n'est pas parce qu'elle est noire. Christiane Taubira, avec qui, je vous rassure, je n'ai que très très peu de points communs, si ce n'est le fait d'avoir vécu en Guyane. Vous avez vécu en Guyane ? J'ai vécu en Guyane. Ça m'avait parfaitement échappé, Stanislas Rigaud. Racontez-nous la Guyane. Ah ouais, la Guyane, c'était extrêmement sympathique, cher mode. Non, mais vous voyez, c'est vraiment passionnant comme endroit en plus. Vraiment, c'est pas toujours passionnant du climat, mais pour revenir sur Christiane Taubira, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle s'exprime extrêmement bien. C'était en réalité vraiment une grande oratrice. Ah oui, absolument. C'est toujours une grande oratrice. Donc il faut qu'ils arrêtent de se victimiser. Et encore une fois, le modèle qu'ils donnent notamment aux jeunes est catastrophique. Je vous prends un exemple, mais encore une fois, on a aujourd'hui dans la classe politique de droite, je vous prends 3 exemples, Jordan Bardella, Marion Maréchal, Sarah Knafo, j'en donne un 4e, et François-Xavier Bellamy, ils ont moins de 40 ans, ils s'expriment parfaitement et ils viennent pas tous de la cuisse de Jupiter. Donc, bien sûr, c'est une question d'éducation et d'envie aussi d'apprendre. Ouais, absolument. On parlait de Rachel Keke au Rassemblement National aussi, il y a
notamment une députée femme de ménage, Lisette Paulet. Ou Lise Paulet ou Lisette Paulet, qui s'exprime très bien effectivement, donc c'est pas du tout lié à ça. Pour revenir sur la question de classe, ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où la gauche et l'extrême gauche plutôt a abandonné son électorat ouvrier, de classe ouvrière, qui a basculé évidemment au Rassemblement national, et en se tournant vers un nouvel électorat issu des banlieues, issu des jeunes plus largement. Finalement, peut-être que le mot classe a changé. Et quand il parle de déni de classe, c'est vrai qu'ils se mettent au niveau, là c'est un constat plus qu'autre chose, le niveau scolaire, on le voit très bien dans les statistiques, des personnes issues de l'immigration est bien plus faible par une absence d'assimilation. Et finalement, Sébastien Delegui représente assez bien ceux qui l'ont élu. Enfin, je dis ça vraiment pour poser le constat, c'est-à-dire que comme il ne représente de toute façon plus le peuple français, qui lui, son dimanche, qui fait des efforts, qui s'exprime très bien et qui va de toute façon à l'école de la République, il représente finalement une autre classe en fait, peut-être la classe notamment immigrée maghrébine. C'est vrai, mais ce qui est intéressant, et je vous prends un exemple, c'est celui des footballeurs et même des rappeurs en réalité qui sont issus pour beaucoup de ces quartiers populaires, de ces cités, etc. Dès qu'ils arrivent entre guillemets au sommet, ils ont quand même une forte tendance eux-mêmes à essayer de bien s'habiller. Alors moi, c'est pas forcément la façon dont je m'habillerais, mais en tout cas, on sent qu'ils essaient. On le voit sur les tapis rouges de Cannes, on le voit lors des cérémonies du Ballon d'Or. Mais eux-mêmes essayent de bien s'habiller. Je vous prends l'exemple de Karim Benzema, qui est loin d'être un modèle ni pour vos éditeurs, ni pour moi, ni pour personne sur la table, j'imagine. Quand il vient au Ballon d'Or et qu'il le reçoit, il essaye de bien s'habiller, de montrer qu'il respecte le moment qui est celui du Ballon d'Or. Oui, mais parce qu'il y a une structure aussi. On sait qu'à la FIFA, ou enfin dans toutes ces structures sportives, on demande aux sportifs de bien s'habiller. On le voit aussi avec le rugby, avec n'importe quel sport. Il y a quand même un... Vous avez raison, Maud, mais d'ailleurs, on le voit, certains qui ont du mal à mettre la cravate, on sent que ça les emmerde, mais on les force. C'est mignon. Tout comme à l'Assemblée nationale, si on force les sportifs à le faire, ou on encourage les sportifs à le faire, en politique, ça devrait être la même chose. D'ailleurs, ça m'intrigue assez ce qui se passe à l'Assemblée nationale, mais je vous passe à les auditeurs. Parce qu'au Sénat, il y a une vraie... il y a une règle. Vous ne pouvez pas... C'était Stéphane Ravier qui en parlait. Un jour, je crois qu'il s'était pointé en jean, parce qu'il n'a pas eu le temps de se changer, etc. Il s'est fait refuser de l'hémicycle. Il n'a pas pu entrer dans l'hémicycle, parce qu'il était en jean, chemise. Mais voilà, donc, alors qu'à l'Assemblée nationale, vous pouvez venir en boubou, ça ne dérange personne, quoi. Et il y a même des radios où on peut aller tout nu, par exemple. Vous avez le cas de Philippe Catherine. C'est pas courtoisie, m'a-t-on dit ce matin. Juste avec la cravate, ça la semaine prochaine. La cravate n'aurait pas rendez-vous est pris. Lisa Dutreuil. Je pense que l'un des prochains combats à mener aussi en politique et sur le plan sémantique, c'est d'arrêter de confondre justement ces classes populaires. On fait un amalgame énorme entre les populations issues de ces quartiers qui sont généralement des racailles qui se tiennent pas bien et en fait le paysan qui vit au fin fond de la Creuse. Et de fait ils n'ont pas les mêmes codes, ils viennent pas des mêmes endroits, déjà ils sont pas ils n'ont pas du tout le même respect de la culture et la même façon de vivre la culture française. Ils n'ont pas les mêmes aspirations politiques. Enfin, il n'y a rien qui permet de les rassembler en une seule appellation, à savoir les classes populaires. Et la preuve, c'est qu'effectivement, les classes populaires du terroir français, eux, ils votent pas pour les gens comme Delegui en disant il me ressemble, il vient de la classe populaire, c'est lui qui me représente le mieux. Ils votent pour le député RN qui fait l'effort de venir en cravate, la députée qui met ses talons pour aller à l'Assemblée nationale. Et Delegui, ça lui paraît très loin. Il n'a pas envie d'être représenté par ça. Donc je pense qu'il va falloir bosser justement pour arrêter cet amalgame très réducteur, justement, je pense, pour nos vraies classes populaires. Et encore, Delegui s'habille bien. C'est ce que tu allais dire. Delegui encore fait un effort vestimentaire. On n'est pas sur du Louis Boyard, par exemple. On peut parler de Raphaël Arnaud aussi. Raphaël Arnaud, bien sûr. Il a un petit costume. Mais c'est amusant. Petit style, Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud, il sait très bien. L'image lui est collée. L'image, justement, collée d'être une racaille antifa d'extrême gauche lyonnaise violente, etc., etc. On sent que lui, pour le coup, il a connecté deux neurones, celle qu'il a, et il s'est dit, il faut que je m'habille correctement à l'Assemblée nationale pour, justement, essayer de passer plus doux, d'être la stratégie de la fameuse cravate. Mais bon, c'est déjà un effort si on peut donner un point à Raphaël Arnaud ce matin. C'est même pas un point, en fait. Ce qui est quand même incroyable. Et de sympathie. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on discute de politique, de l'avenir du pays, de la vie en société, et on peut passer 10 minutes sur une histoire de costume, parce que c'est un problème. Je ne suis pas du tout en train de faire un reproche sur le fait qu'on en parle, mais enfin, on vit dans un monde... Non, mais c'est vrai, mais en même temps, l'image... Monde de fou. François Fillon, c'est vrai que c'est un... C'est en même temps l'image qui compte énormément. On est complètement là-dedans maintenant. Alors que parallèlement, la politique est devenue presque plus communicative ou communicante que politique. Donc, ou alors peut-être qu'ils veulent exprimer quelque chose avec ces tenues, je ne sais pas. Oui, peut-être. On va suivre. Un autre sujet, ça se rigole évidemment, Michel Barnier.
nouveau Premier ministre qui tente de composer un gouvernement qui devrait normalement être composé d'ici dimanche, lundi, quelque chose comme ça, si on est un peu optimiste. C'est ça, c'est ce qui est annoncé en tout cas. Les noms commencent à fuiter ici et là de qui pourrait composer le gouvernement, mais bon, on l'a vu, on a eu 50 jours avant que Michel Barnier soit nommé, donc oui, c'est vrai, espérons de la rapidité, mais ce n'est pas sûr. Votre avis sur Michel Barnier, parce qu'on a eu plusieurs invités qui ont été assez bienveillants avec la personne de Michel Barnier, au-delà de l'homme politique. Vous, Michel Barnier, déjà, est-ce que vous l'avez déjà rencontré peut-être Jamais. Je sais ce qui est dit sur lui, à savoir que c'est quelqu'un c'est un courtois. Oui. Mais bon, il ne faut pas parler que de la forme, mais c'est vrai que c'est un sujet. Maintenant, ce qui compte, c'est évidemment le fond. Le fond, c'est que c'est un européiste libéral convaincu, qu'il s'inscrit vraisemblablement dans la même politique, ou au moins très proche de celle d'Emmanuel Macron, de ses prédécesseurs, et qu'il ne faut pas se bercer d'illusions. Quand il annonce un ministère de l'immigration, on l'a eu il y a maintenant, avec Sarkozy, quand on a eu le ministère de l'identité nationale et compagnie. Je pense qu'il serait bête de tomber dans ce piège et de se faire plaisir en se disant on a gagné le combat culturel parce qu'un ministre reprend 2-3 thèmes ou 2-3 mots qui nous sont chers. C'est pas une bonne nouvelle pour vous, ce ministère de l'immigration ? C'est une fausse bonne nouvelle, c'est pas forcément quelque chose... Soyons prudents, du moins. Enfin, moi, je vous dis, moi, je suis très clair. Si demain, Michel Barnier et ses ministres avaient à mettre en place la politique que nous souhaitions sur les sujets migratoires, mais d'ailleurs sur les sujets économiques, sur l'éducation nationale, tant mieux. Et ce serait une excellente nouvelle, non pas pour nous, mais pour le pays. Maintenant, je reste sceptique sur les capacités, leur courage réel, et d'autant que l'Assemblée nationale n'est toujours pas acquise pour Michel Barnier. Et le jour où il commencerait à être un peu trop à droite, on peut légitimement penser que l'aile gauche de la Macronie, de l'UDI, du Modem, etc., n'aura pas de mal à lui mettre des bâtons dans les roues. D'ailleurs, il a rendez-vous aujourd'hui à Reims. Il se rendra à la rentrée parlementaire politique d'Horizon. Oui. Oui, absolument. Donc, a priori, il va se tourner vers les centristes. En tout cas, mais justement, en fait, dans l'actualité. La gauche a dit qu'ils ne veulent pas participer à ce nouveau gouvernement. Le Rassemblement national, pas mieux. Eux, ils attendent d'entendre le discours de politique générale, etc. Donc, il sera obligé de piocher à la fois chez LR, mais le LR paciotiste évidemment, et chez les macronistes. Donc en fait, c'est un peu la continuité d'un gouvernement macroniste. Il n'y a aucune rupture. Il y a un grand jeu sémantique qui est en train de se mettre en place, puisque Michel Barnier insiste bien en disant que ce n'est pas un remaniement, mais c'est un changement de gouvernement. Il insiste bien là-dessus pour expliquer qu'il est en cohabitation. Mais le fait est, et on le voit dans les noms qui sont en train de fuiter ici et là, que Gérald Darmanin pourrait réussir à sauver une place, soit au Quai d'Orsay, soit au ministère des Armées, que M. Lecornu pourrait rester également au ministère des Armées. Stéphane Séjourné est un proche du président de la République, et puis ses chasses gardées en général pourraient rester au Quai d'Orsay. Ça va jouer dans tous les sens, et chacun va essayer de tirer son épingle du jeu. Mais ce qui est amusant, notamment, c'est de voir les Républicains, je pense à M. Vauquier, qui, lors des législatives, expliquait qu'il n'y aurait pas d'alliance avec la Macronie, qu'il ne souhaitait pas de Premier ministre LR, qui là est en train de se battre, de ce qui est en train d'être dit dans les journaux, pour être place Beauvau, donc au ministère de l'Intérieur. Par crainte de voir un ténor émerger dans son camp et ainsi lui bloquer la route pour 2027. Et je pense que ça, c'est délétère pour les Français d'avoir des hommes politiques qui ne pensent pas à la sécurité ou à l'identité nationale ou à la sécurité économique, mais en réalité à 2027 qui semble bien loin aujourd'hui. Il y a certains noms qui sortent tout de même, comme Thibaut de Montbrial, et de plus en plus sur les plateaux de télé, on en parle pour éventuellement brouiller un peu les pistes. Briguer un portefeuille ministériel à la justice. Donc espérons, c'est peut-être une alternative, on verra. Oui, on verra. On passe à la première question. Alors, c'est une phrase. Et oui. On n'y échappe pas, Stanislas. Moi, j'ai piscine. Non, là, vous devrez. Enfin, j'espère. Vous devriez trouver. Ça vient d'un homme que vous aimiez beaucoup, qui est décédé il y a 1 ou 2 ans, si je ne me trompe pas. Alors, pas besoin de poser la question. Je crois qu'on a la réponse. En France, le pouvoir ne s'exerce pas par délégation, mais par incarnation. Beaucoup d'indices, mais en effet, j'imagine que c'est Patrick Buisson. Absolument, Patrick Buisson, ouais. Dont que vous connaissiez assez bien, Patrick Buisson. Oui, que j'ai eu la chance de côtoyer un petit peu, et qui est un homme de grand talent. Il manque d'intelligence comme ça aujourd'hui dans nos clans, ça c'est certain. Alors pour poursuivre malgré tout avec ce sujet du nouveau gouvernement, je posais la question ce matin à Nicolas Bay. On a l'impression que c'est un peu le barreau d'honneur des Républicains.
ce nouveau gouvernement, que à un moment les Républicains ont fait 5% quand même aux dernières élections. Enfin, je veux dire, ça ne représente plus grand-chose. Aujourd'hui, les Républicains sont en tout cas à la tête d'un nouveau gouvernement, figureront très certainement majoritairement dans ce nouveau gouvernement. Qu'est-ce que ça dit de la politique et de leur survie? Moi, vous voyez, je suis paradoxalement assez heureux de ce qui se passe d'un point de vue idéologique. Il y a une clarification qui est en train de s'achever, et j'espère définitivement, sur la porosité entre le bloc central et cette aile centriste des Républicains. C'est Nicolas Sarkozy qui, il y a de ça quelques semaines, disait « Il faut arrêter de dire qu'on est un parti de gouvernement quand on ne gouverne pas depuis des années. Bon, au moins c'est clair. Voilà, ils sont tous happés par les postes et les fonctions ministérielles. Ils considèrent qu'ils peuvent facilement discuter avec la Macronie et le bloc central composé d'Édouard Philippe et compagnie. Tant mieux, au moins c'est clair. Et de l'autre côté, on a Éric Ciotti, qui des Républicains, a assumé qu'idéologiquement parlant, il était plus proche du bloc de droite que du bloc d'Emmanuel Macron, du bloc de Marine Le Pen et de Jordan Bardella en l'occurrence pour les citer, que du bloc macroniste. Tant mieux, au moins les gens seront au clair au moment de poser un bulletin de vote dans l'urne, ils diront votez Laurent Wauquiez, votez Xavier Bertrand. Il faut arrêter de penser que c'est une droite dure ou une droite coriace, c'est une droite qui se noie volontiers dans le macronisme. Est-ce qu'on pourrait imaginer la présence d'Éric Ciotti dans ce gouvernement ? Je crois avoir vu ce matin un extrait où il expliquait au micro d'un de vos confrères, Benjamin Duhamel, qu'il ne souhaitait pas en être. Et je pense, pour être très franc, que personne ne lui aurait proposé de rejoindre le gouvernement après c'est probable. Ce qu'il a fait. Ça me paraît compliqué. En même temps, c'est un gouvernement de je ne sais même plus comment on appelle ça, cohabitation, coalition. C'est une cohabitation officiellement qui ressemble plus à une coalition de gens qui pensent pareil d'ailleurs au fond. Je pense pas qu'il y ait de grande différence entre Bernard Cazeneuve, Ségolène Royal et Xavier Bertrand. Et pour en sortir de ce système, enfin ce retour de 4ème République, cette cohabitation et l'aspect ingouvernable, on parle de plus en plus de proportionnel. Ça vient sur la table. C'est le RN évidemment qui le pose comme critère, faire entendre cette proportionnelle pour peut-être la mettre en place. Est-ce que ça vous semble réaliste et surtout est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est quelque chose que auquel vous avez déjà réfléchi? Moi, je trouve ça dangereux. La proportionnelle, à savoir qu'en plus, pour être tout à fait transparent avec vous, de deux choses l'une. Oui, actuellement, s'il y avait une proportionnelle intégrale, pour un parti comme celui de Reconquête, ce serait un avantage énorme. C'est-à-dire que, globalement, 5% aux législatives si proportionnelle intégrale, ce qui n'est pas forcément mis en place actuellement, ou ni discuté, mais ça ferait quasiment 30 élus. Donc passer de 0 à 30, ce serait énorme. Et deuxièmement, là où je ne trouve pas ça forcément utile, même pour le clan national, c'est que le bloc de droite est aujourd'hui, je pense, capable de gagner réellement les législatives, sans proportionnel. Et puis troisièmement, ce serait revenir peut-être à une forme de 3e ou 4e République, donc de gouvernement instable, fait que de coalition. Et ce qui s'est passé aujourd'hui est plus un accident lors des élections passées d'il y a quelques mois maintenant, au mois de juillet, qu'une réelle possibilité. Je pense que c'est à terme une mauvaise solution et qu'on se retrouverait avec beaucoup de groupes qui ne formeraient pas nécessairement une majorité. On se retrouverait avec un bazar comme on l'a eu récemment. Donc je pense qu'une petite dose de proportionnel, pourquoi pas, c'est intéressant. Mais une proportionnelle intégrale, en tout cas, je crois ça délétère. En revanche, et Édouard Philippe a une bonne proposition selon moi, c'est d'interdire les retraits en cas de triangulaire. Pour que chacun assume ses responsabilités. Vous êtes au second tour, vous êtes qualifié au second tour législatif, et ben vous vous maintenez. Il y avait une proposition de loi en ce sens au Sénat d'un sénateur LR dont le nom m'échappe, mais effectivement qui voulait empêcher ça juridiquement. Je pense que c'est une bonne solution et que ça permettrait aux gens de réfléchir à 2 fois avant de se présenter. Et surtout, ça les mettrait face à leurs responsabilités vis-à-vis de leurs électeurs. Quand on est centriste et qu'on passe sa vie à défoncer, pardon l'expression, l'extrême gauche, on ne se retire pas leurs profits pour faire un pseudo-barrage qui sont en réalité des calculs pour des postes ministériels ou des intérêts politiques de long terme. Donc les alliances doivent se travailler en amont et pas entre les 2 tours. Exactement, que les gens soient clairs au moment de voter. Moi, si je vote pour un macroniste, j'ai pas envie de me retrouver avec Raphaël Arnaud, député. Voilà, et vice-versa, évidemment. Un autre nom évoqué pour rester à la tête de son ministère, c'est celui d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. C'est un affront, ça, Stanislas Rigaud ? Pour rester poli. Oui, voilà, j'étais en train de me dire quel mot peut peut-être tolérer à l'antenne à 9h33. Non, ce serait évidemment, je pense, pour être très franc, cracher à la figure de millions de Français. C'est un ministre absolument catastrophique qui, et par ses prises de position et par son bilan, prouve que la sécurité et la justice dans ce pays ne sont pas du tout des priorités pour lui. Et c'est un ministre qui fait preuve d'un grand mépris
à l'égard des citoyens français, qui par son manque de courage et son manque de réactivité, je crois, conduit à beaucoup de drames dans le pays. Donc je pense qu'il y a plusieurs ministres à remplacer d'urgence et Éric Dupond-Moretti est sûrement en première place. Alors, Il y a des matchs. Franck. Dupond-Moretti qui porte la cravate, donc très bien, mais qui fait des bras d'honneur à l'Assemblée. Costume croisé d'ailleurs. Donc mais qui fait des bras on peut avoir la classe, mais qui fait des bras d'honneur. Mais voilà, je pense que la cravate et l'attitude à l'Assemblée font partie aussi du package pour être un homme politique ou un homme d'État. Stanislas Rigaud, j'aimerais vous faire réagir à la une du Parisien. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Scrolling. Vous pouvez la montrer à l'antenne. Merci. Nous appartenons à la même génération, moi. Je vous en prie. Oui, j'essaie de. Merci. La nouvelle addiction, en fait, alors pour ceux qui ne savent pas, et comme c'est un mot anglais, en fait, c'est le fait de passer des vidéos sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux. Faire défiler un fil d'actualité. Dérouler. Merci beaucoup. J'ai eu mal avec la traduction. Et donc, ça devient une addiction chez les jeunes. Est-ce que vous êtes un adepte du scrolling ? Eh bien, écoutez, je vais vous dire, je vous prends un exemple très concret. J'ai dû télécharger lors de la dernière campagne TikTok et que j'ai supprimé dès la campagne terminée parce que c'est vrai qu'on a beau se fixer des barrières, c'est très tentant quand on s'ennuie de sortir son téléphone et de regarder des vidéos. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une étude qui était sortie il y a de ça quelques années qui expliquait qu'au bout de 10 vidéos regardées en scrolling, on oubliait la première. Wow. Oui, donc, absolument. Voilà, je ne sais pas si c'est dans cet article. Je crois qu'il l'évoque et de fait, en fait, ça. Et faites le test chez vous, vous verrez que c'est 100%. C'est Stanislas Rigaud nous enjoint à l'addiction et à aller. Mais c'est vrai que c'est un sujet société. Mais moi, pour être tout à fait honnête, j'essaie de m'en sortir. Je crois que je ne suis pas le pire là-dedans, mais on a quand même une forte tendance dans le train, sur un arrêt de métro. Quand on attend un ami, de sortir son téléphone et d'avoir le réflexe. J'en profite pour rappeler les chiffres que nous avait donné une invitée lors d'une table ronde, c'était la semaine dernière, sur les écrans, justement, le danger des écrans. C'était une psychothérapeute, Sonia Delahaye, qui venait de sortir un ouvrage et elle expliquait que les écrans pour les moins de 6 ans sont bannis, interdiction. Même en bruit de fond, une télévision, ça crée des dissonances cognitives pour les enfants et ça crée un trouble de langage, un trouble et parfois des comportements autistes. Donc il y a un vrai danger. Et dernier chiffre, à partir de 12 ans, pour les 12 ans et plus, moins d'1 heure par jour. Voilà, et des troubles physiques aussi, puisqu'on a déjà remarqué qu'il y a des gens qui, à force de tenir leur téléphone, commencent à avoir le petit doigt tordu. Et c'est très sérieux ce que je dis, donc vraiment, attention. Vous avez le doigt tordu c'est comme les envahisseurs, on va vous reconnaître comme ça, les adeptes des téléphones. Non, c'est un vrai sujet de société et on voit bien que c'est compliqué. Non, c'est déjà terminé. Je voulais vous interroger, Maëlys, Liselotte. Je tiens à dire que moi j'ai mon téléphone, je sens déjà les auditeurs qui vont dire oui, mais Liselotte Dutreuil scrolle en pleine émission. Chers auditeurs, je suis vos commentaires en direct. Alors, oui, sachez que le téléphone est un outil de travail. C'est toujours bon à rappeler. Le problème, c'est qu'on a tendance à minimiser notre action. Vous pouvez réagir en direct, on suivra vos réactions. Voilà. Et si jamais c'est pertinent, on pourra même en parler en direct. Merci beaucoup, Stanislas Rigaud. À la semaine prochaine.